Bonjour, je suis Hector Belgoder-Sanya. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de la série de podcasts Les élèves en parlent. Le but de cette série, c'est de nous permettre à nous, les élèves, d'en savoir le plus possible sur l'orientation au lycée et dans les études supérieures, que ce soit les spécialités, la vie lycéenne ou les différentes écoles d'ingénieurs, parce que je trouve que c'est assez mal expliqué et qu'on a parfois du mal à se faire une véritable idée de la réalité. Aujourd'hui, j'ai invité Mathieu et Henri pour qu'ils viennent nous parler de leur spécialité en première et en terminale générale. La spécialité numérique et sciences informatiques. C'est une spécialité de 4 heures en première et de 6 heures en terminale qui, comme son nom l'indique, a pour objet la science des ordinateurs, c'est-à-dire apprendre à coder par exemple en Python, un langage de code. Une petite précision avant de commencer. À un moment, Henri dit que l'épreuve de bac en terminale dure 2 heures. En fait, c'est 3h30. Donc, merci à lui de me l'avoir tout de suite signalé après qu'on ait enregistré le podcast. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute. Mathieu, est-ce que tu peux me présenter ta classe, tes spécialités, la spécialité que tu as arrêtée en première et tes options que tu as si tu en as? Alors donc je suis en TG6, comme spécialité j'ai mathématiques et physique-chimie. En première j'ai arrêté NSI et j'ai pris maths experte en terminale. D'accord. Henri, la même question. Donc je suis en TG1, je fais spécialité de mathématiques et NSI, donc je l'ai gardé et j'ai laissé tomber la physique-chimie et j'ai décidé de prendre l'option maths experte. Ah, donc c'est intéressant, vous aviez les mêmes spécialités en première, mais toi Mathieu, t'as décidé d'arrêter du coup la NSI et toi t'as décidé de continuer la NSI. Est-ce que vous pouvez me présenter très rapidement l'aspect NSI? Je vais commencer par toi, oui. C'est une spécialité où vraiment on fait pas mal de pratiques. Et toi? Alors en fait l'idée de l'aspect NSI ça va être d'apprendre la programmation et en fait tous les aspects en rapport avec l'informatique pour 1 an ou 2 ans. Donc tout l'enseignement va être étalé sur ces 2 années et c'est quand même plutôt orienté programmation mais on touche un peu à d'autres choses à côté. D'accord. Et quand vous parlez de programmation, vous avez des ordinateurs sur place? Alors en fait la plupart des cours en NSI vont se dérouler dans la salle informatique du lycée où chaque élève va avoir à peu près un ordinateur. Et je pense, moi pour mon groupe en première, c'était environ un TP sur 2, enfin une séance sur 2 où on avait de la programmation. D'accord. Henri, tu peux expliquer ce que sont les... Oui. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on applique toute la théorie qu'on voit. Vraiment, on est toujours en train de voir comment on peut appliquer ce qu'on vient d'apprendre sur des feuilles en fait. Voilà. Ouais, donc c'est un peu comme la physique-chimie avec des travaux pratiques. Est-ce que vous pouvez dire ce que sont les travaux pratiques très rapidement? En fait, ça va évoluer à peu près tout au long de l'année, mais l'idée au début, on va commencer avec des choses assez simples pour apprendre à peu près les bases. Et là, par exemple, à cause du confinement, on n'a pas pu les réaliser, mais en fin d'année, on était censé, par exemple, faire un programme Python permettant d'utiliser un émetteur ultrason pour pouvoir mesurer la distance entre eux, donc l'émetteur et un autre objet. Ah oui, d'accord. Donc là, vous m'avez un peu perdu. Le programme Python, qu'est-ce que c'est en fait? Alors donc en fait, le programme Python, ça va être donc un script, un fichier TXT plus ou moins, sauf qu'il va se terminer par .py. Et en fait, donc sa spécificité, ça va être qu'on va pouvoir marquer des instructions dedans que l'ordinateur va ensuite être capable d'exécuter et de retranscrire en quelque chose de concret. Par exemple, afficher un mot sur l'écran. D'accord, donc c'est un langage de code en fait. Voilà, c'est pas comme le Scratch où on faisait tout avec des blocs. Là, c'est vraiment un vrai langage de programmation qui a l'atout d'être assez simple à apprendre et qui est utilisé dans pas mal de domaines. Donc je pense que les gens qui nous écoutent connaissent bien Scratch, qui est en fait le langage de programmation de base avec le petit chat, c'est bien ça? C'est pas vraiment un langage de programmation en fait, parce que tout ce qu'on fait, c'est bouger des blocs et imbriquer des blocs. Mais il y a les mêmes concepts qui reviennent dans le langage Python. Ok. Je reviens sur le matériel. Vous dites que vous avez un ordinateur en classe, mais est-ce que vous avez besoin d'avoir un ordinateur personnel? Alors ça va dépendre de l'implication de l'élève dans la matière. Personnellement, moi je pense que c'est indispensable d'avoir au minimum un ordinateur bien équipé chez soi pour pouvoir bien progresser, parce que c'est quasiment impossible de réellement comprendre la NSI et de vraiment s'amuser dans cette matière
si on peut pas pratiquer chez soi. D'accord. Donc il faut télécharger Python chez soi, parce que tout se fait en Python, c'est bien ça? Voilà. Ok. D'accord. Donc vous deux, vous avez un ordinateur. Oui. Et toi aussi, Mathieu. Est-ce que vous avez un exemple de travaux pratiques à me donner comme ça? C'est-à-dire un travaux pratique réalisé en NSI. C'est ça, réalisé en NSI. Alors bon, il y a l'exemple que j'ai déjà donné avec le capteur ultrason. C'est quoi? Tu peux expliquer un petit peu? Donc en fait, l'idée va être alors on n'utilise pas réellement les ordinateurs du lycée, on va utiliser un nano-ordinateur, un ordinateur très petit qui s'appelle un Raspberry Pi. Et l'idée en fait va être de brancher donc un petit capteur, comme ceux qu'on a utilisés en première en physique-chimie, donc un émetteur et un récepteur d'ultrasons. Et en fait, on va pouvoir le brancher à cet ordinateur. Et l'idée ensuite va être, grâce au programme Python, de demander à ce capteur d'envoyer une onde et ensuite de mesurer le temps pour que l'onde revienne. Ce qui ensuite, grâce à une petite conversion, va permettre de mesurer la distance entre l'émetteur et un objet, par exemple un mur. D'accord. Donc c'est quand même des travaux pratiques assez consistants, mais est-ce qu'il y a quand même une part importante de théorie dans la matière, Henri? Il y a quand même pas mal de théorie, mais on passe quand même plus notre temps sur les ordinateurs en train de programmer. Mais en fait, on apprend toute la théorie pendant que l'on applique. Ok, donc c'est beaucoup plus pratique que la physique-chimie ou les mathématiques, par exemple. C'est-à-dire que vous êtes déjà dans la matière. Alors oui, parce que en fait, directement la première séance, la première séance c'est plutôt la présentation du programme, mais en fait dès la deuxième, on a directement les mains sur l'ordinateur et on commence concrètement à commencer à développer des choses, à créer soi-même des programmes. Est-ce que Mathieu, tu peux me parler un petit peu du programme de NSI en première, et ensuite je me tournerai vers toi, Henri, pour le programme de NSI en terminale. Alors j'ai plus toutes les spécificités. Le programme de NSI, il me semble, se découpe en 6 parties. Il y a un grand axe programmation où en fait le but est de nous apprendre à programmer, puisque la plupart des élèves ne sauront pas le faire au début. Et ensuite, il y a plusieurs parties. Il y a par exemple une partie architecture d'un ordinateur où on va s'intéresser au fonctionnement par exemple d'un microprocesseur ou d'une carte mère. Ensuite, il va y avoir par exemple une autre partie axée histoire de l'informatique. On recommence avec les débuts et la machine Enigma. Et ça se décapitule à peu près comme ça. Il y a une autre partie réseau. On va voir tous les protocoles IP, les protocoles TCP, UDP. Donc ça se déroule comme ça à peu près en plein de petites parties, mais surtout axé, l'axe principal étant la programmation quand même. D'accord. Donc vous voyez vraiment des choses extrêmement larges, des machines de code qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale, à l'infrastructure, en fait, l'architecture d'un ordinateur. Et est-ce que ce programme, Henri, est en continuation? Donc le programme terminal est-il en continuation avec le programme de première, ou est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui apparaissent? Alors il est en continuation, donc on approfondit beaucoup plus les choses, et surtout il y a pas mal de recoupements maintenant avec les mathématiques expertes. Ah, d'accord. Parce que par exemple on fait les graphes, les matrices, qui sont utilisées pour résoudre certains problèmes auxquels... Donc la NSI, c'est les numériques et la science informatique, mais j'imagine que pour maîtriser cette matière, il faut avoir des bases en mathématiques et peut-être même en physique-chimie, non? Alors, en programme de première, les bases en mathématiques étaient pas du tout énormes à avoir. Globalement, le programme classique était déjà largement suffisant. Alors après, moi qui en continue à en faire à côté, effectivement, les mathématiques, c'est extrêmement important. On est obligé de continuer à bosser là-dessus. Et effectivement, je pense que les maths expertes aident beaucoup, par exemple avec les matrices, qui sont au programme qui vont être extrêmement utiles. Tu peux m'expliquer ce que sont des matrices vraiment très simplement, Henri, et à quoi ça sert en NSI? En fait, une matrice, c'est juste une grille de nombres sur laquelle on peut faire des opérations. Et elle a l'avantage que certaines de ces opérations permettent de résoudre certains problèmes, comme par exemple dans un graphe, lorsqu'il faut trouver le nombre de chemins entre deux nœuds. D'accord. Donc c'est une sorte c'est une sorte de groupe de nombres qui permet en fait de faire des liens entre différentes choses dans un programme, c'est ça? Par exemple. Ok, d'accord. Donc je crois que c'est utilisé pour les réseaux sociaux, c'est ça? Oui. Quand on cherche quelque chose sur Google, on a différents résultats. Alors, sur Google, je ne suis pas sûr, mais sur tout réseau social normal, oui, par exemple pour représenter les liens d'amitié. Ah, d'accord. Entre différentes personnes. Ok, intéressant. Ouais. Mathieu, je reviens vers toi. Tout à l'heure, tu disais que tu continues la NSI à côté. Est-ce que tu faisais de la NSI avant et depuis combien de temps? Alors en fait, moi j'ai commencé la programmation en 5e, donc c'est assez tôt. C'est à peu près le moment où tout le monde commence peut-être à avoir les bases de Scratch. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé Python.
Et donc en fait, la NSI, je connaissais à peu près déjà tout le programme de première. C'est une des raisons pour laquelle je l'ai arrêté. Mais par contre, je continue à côté à développer mes propres projets parce que la programmation, c'est génial. Et toi, Henri? Moi, j'ai commencé en 6e, donc on est assez semblables. Ah oui. Mais j'ai décidé de continuer la spécialité parce que j'ai vraiment envie de travailler dans ce domaine-là. Je pense que ça va me permettre d'avoir accès à des formations qui vont permettre d'y accéder. Super. Les formations, on y reviendra un peu plus tard, mais du coup, ça veut dire que vous êtes tous les deux des vieux routards de l'informatique. Mais est-ce qu'il y a des gens qui commencent à ce NSI et qui ne savent pas, comme moi, lire une seule ligne de code? Je pense que c'est le cas de la très grande majorité des élèves, où en fait la plupart des gens vont complètement découvrir la spécialité NSI tout au cours de l'année de première. Et à mon avis, le fait que les élèves continuent ou arrêtent, ça va dépendre en partie de leur capacité à avoir apprécié ou pas le fait de programmer. D'accord. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent complètement détester programmer. Mais je sais pas, vous avez eu des retours, c'est pas trop dur pour eux d'apprendre d'un seul coup comme ça un nouveau truc, ou c'est un mécanisme qui se fait simplement comme toute matière? Alors au début, il y a beaucoup d'élèves qui m'ont demandé un peu d'aide et qui me demandaient de leur expliquer des petites choses en plus, etc. Parce que le problème, c'est que les professeurs de base sont pas formés à faire NSI, c'est des professeurs de mathématiques ou de physique chimie qui ont ensuite reçu des formations supplémentaires. Donc ils avaient au tout début un peu de mal à bien transmettre les choses, je pense. Mais au fil des années, ça va forcément s'améliorer. Et en fait, l'idée c'est chaque élève va apprendre à peu près de son côté. Et la pente au début est vraiment très douce. On apprend très lentement les choses. Et c'est à peu près le cas tout au long de l'année de première. Je pense que ça évolue en terminale, je suis pas certain. D'accord. Après, comme la taille des classes est assez petite, il y a vraiment pas mal de place pour l'entraide entre chaque élève. Ouais, donc il y a vraiment une émulation de groupe, quoi. C'est-à-dire que tout le monde est soudé et c'est pas une classe d'histoire-géographie, par exemple. Parce que non. Et par exemple, dès que quelqu'un a fini quelque chose, il peut aller aider les personnes qui n'ont pas encore terminé. Ah oui, donc ça, je pense que c'est véhiculé aussi par le fait que c'est un travail pratique et que du coup, on peut tout de suite aider, et que c'est pas un savoir simplement théorique, un peu énervant. Oui, ça. Et du coup, Henri, Alors maintenant, on sait que il y a la NSI en seconde. Donc c'est la science, oui c'est ça, c'est la science numérique et technologique, c'est bien ça. Donc vous n'aviez pas NSI en seconde, donc vous avez été un peu lâché au début, comme ça, et c'est pour ça que les professeurs n'étaient pas forcément très très bien formés. Mais je suis sûr que ça va s'améliorer. Et donc ma question c'était, est-ce que il y a beaucoup d'autonomie en NSI? Est-ce que ça nécessite beaucoup d'autonomie, ou est-ce que c'est quelque chose d'assez guidé? Moi, je dirais non, parce que le professeur, pendant toute l'heure, passe son temps à aider tous les élèves, donc il fait plein de rondes, et du coup, oui, il faut une certaine autonomie pour ne pas se bloquer sur un problème, par exemple demander de l'aide, mais je pense pas qu'il y en a particulièrement besoin. D'accord. En cours, il n'y a pas besoin d'autonomie sans plus, mais après, l'idée, ça va être surtout d'avoir une autonomie chez soi, je pense, qui va vraiment permettre de découvrir tout ce que c'est que la programmation et d'aller vraiment au fond, parce qu'en fait en NSI le programme reste quand même assez léger, en tout cas en première, donc on n'a pas le temps de tout bien approfondir et on rate forcément des petites choses qui peuvent être intéressantes de découvrir à côté. Ok. J'imagine que comme toute matière, vous avez des exercices, donc ces exercices vous devez les réaliser sur ordinateur, et comment vous faites après pour les ramener? Enfin, je sais pas, c'est peut-être une question débile. Alors nous on n'a pas de devoir. Enfin, dans ma classe, en tout cas, on n'a pas de devoir parce qu'ils peuvent pas vraiment demander aux élèves de travailler tout seuls chez eux, comme ils n'ont pas tous le matériel. D'accord. Et il y avait pas de devoir non plus l'année dernière, Mathieu. Alors en fait, on avait juste des exercices qui nous étaient donnés pendant les heures de cours. Il y avait assez peu de choses qui nous étaient effectivement demandées à la maison, à cause notamment du problème du matériel et du fait que les élèves savent pas encore forcément s'organiser et travailler en autonomie chez eux dans un cadre de programmation. Et voilà. Alors, le seul moment où on peut avoir des exercices, par exemple, c'est lorsque l'on étudie certaines parties très théoriques. Donc là, on peut demander aux élèves de travailler chez eux.
D'accord. Donc on a dit qu'il y avait une grande partie théorique, une grande partie pratique, pardon. Mais est-ce que par exemple vous êtes amené à prendre la parole pour présenter votre programme et expliquer comment vous avez fait, ou est-ce que cette notion de participation et d'échange reste encore un peu balbutiante? Alors, moi personnellement, quand j'avais fini un programme, j'allais regarder à peu près ce que les autres avaient fait, les aider s'ils avaient pas compris, regarder leur programme parce qu'ils ont peut-être fait des choses plus intéressantes que moi, des choses plus optimisées dont je peux m'inspirer. Ça peut arriver forcément. Et après, personnellement, on m'avait demandé de faire une petite présentation sur Python et les Raspberry Pi, donc les nano-ordinateurs, et un peu la domotique, mais à cause du confinement, ça n'a pas eu lieu. Mais... D'accord. T'es d'accord, oui? Oui, alors moi aussi, j'allais faire quelques présentations, mais à cause de la crise du Covid, je pouvais pas. Bah en fait, le Covid, vous êtes tous abordés. Les évaluations NSI, j'imagine que c'est un peu spécial. Vous avez le droit à l'ordinateur, mais comment ça se passe concrètement? C'est pas pour toutes les évaluations. Il y a des évaluations théoriques sur feuille et des évaluations pratiques. Ok. Donc sur les ordinateurs. D'accord. Et ça se passe comment? C'est compliqué? C'est facile? Alors nous dans notre groupe c'était un peu particulier parce que en fait la majorité des personnes de notre groupe sauf 2 personnes allaient abandonner l'aspect NSI. On était 16 il me semble, donc ça fait 14 personnes qui abandonnaient. Donc en fait l'idée a été tout au long de l'année de préparer en majorité ces élèves au QCM de fin d'année en fait. Donc la majorité de nos évaluations ont en fait été faites sur papier avec un QCM, on devait juste cocher les réponses. Et on a eu en final que la toute première évaluation où on nous a réellement demandé de développer des programmes. Et on était évalué sur la qualité du code. D'accord. On en vient. Les épreuves au bac, c'est quoi? Alors donc l'épreuve, si on abandonne l'aspect NSI, ça va tout simplement être un QCM on a 2 heures pour répondre à 40 questions. Ou peut-être Donc une heure. en première, c'est ça? En première. Et du coup, en terminale, il y a 2 épreuves qui se déroulent en mars. Il y a une épreuve théorique et une épreuve pratique. Ah, comme donc, la physique-chimie. Voilà. Et donc, l'épreuve théorique, il y a 5 questions. Qui sont sur le programme, mais le candidat doit seulement répondre à 3 questions qu'il peut choisir, et c'est sur 8 ou 12 points sur 20, et ça dure 2 heures. Ça dure 2 heures seulement. Voilà. Et ensuite, il y a la partie pratique, où le candidat avec un examinateur doit compléter un programme, il me semble. Ok, d'accord. Enfin, je devrais peut-être reprendre. Vas-y. Donc la partie donc l'examen pratique se déroule en 2 parties. La première partie où l'élève doit se souvenir d'un des algorithmes qu'il a vu en classe et il doit le retaper. Et le deuxième exercice, il doit compléter un programme. Ok. Et alors je sais qu'il y a différents langages de programmation. Vous faites tout en Python. Vous faites pas en C++ ou en C par exemple. Donc on fait tout en Python pour l'instant. Je pense que c'est le seul désavantage, c'est le seul inconvénient à cette spécialité, parce qu'on explore pas vraiment les autres langages, bien qu'on ait vu l'HTML, le CSS et le JavaScript. C'est vraiment très axé Python. D'accord. Mais une fois que l'on connaît un langage de programmation, c'est beaucoup plus simple d'en apprendre d'autres, parce qu'il y a beaucoup de concepts qu'on peut... C'est comme des langues latines en fait, ça se ressemble. Ouais. J'imagine. Bon, c'est vrai que t'es pas trop un littéraire, Henri. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que l'optimisation du code dont Mathieu parlait tout à l'heure? Alors on peut optimiser pour différentes variables. Donc on peut optimiser pour que... on peut optimiser pour la vitesse d'exécution, oui. Donc pour que le programme soit très rapide. Et on peut aussi optimiser, par exemple, pour l'utilisation de la mémoire. Donc, d'accord. Et comme vous étiez tous les deux forts en informatique, est-ce que vous avez vraiment appris quelque chose avec cette spécialité? Notamment toi, Mathieu, qui a arrêté la spécialité en première. Alors moi, c'est une des raisons pour laquelle j'ai arrêté la spécialité, du coup, c'est parce qu'au final, j'ai pas réellement appris quelque chose de tout nouveau en NSI, parce que une fois que tu fais de la programmation, surtout depuis longtemps, t'as touché à peu près à tous les domaines. Donc même les parties annexes, architecture d'un ordinateur, architecture réseau, je connaissais un peu, j'avais déjà des bonnes notions à peu près là-dedans. D'accord. Donc Et toi, Henri, qui a continué, est-ce que c'est parce que tu pensais que tu devais apprendre autre chose, ou est-ce que c'est pour un autre motif? Alors, j'ai continué d'abord parce que j'aime bien la NSI et la physique-chimie, ça commençait à me... À t'énerver? Oui, un peu. Ouais. Bien que j'étais pas mauvais, hein, mais
C'est juste que ça ne m'intéressait plus vraiment. D'accord. Mais en terminale, quand même, on approfondit beaucoup sur ce qu'on a vu en première. D'accord. Et il y avait certaines choses que je connaissais pas. Ah oui, donc toi qui fais de la programmation depuis la 6e, il y avait des choses que tu ignorais. Oui, parce que moi, je me suis très rapidement concentré sur les langages comme le C et le C++, Oui. et surtout les parties graphiques. Oui. Donc toutes les parties graphes, tout ça, j'avais pas vraiment. D'accord. Donc j'aimerais justement revenir sur les projets que vous avez faits de votre côté, en dehors de la spécialité ou que la spécialité a provoqué. Est-ce qu'il y a des choses Alors moi j'ai fait des nombreux projets, donc j'ai parlé d'abord sur les projets terminés puis après peut-être les projets en cours. Alors en projet terminé, j'ai un petit jeu 2D multijoueur qui peut jouer donc en réseau, voilà. C'était assez sympa à développer, c'est fait avec Python, tous les projets sont créés avec Python. Ensuite, j'ai d'autres projets un peu plus petits de domotique, utilisation de petits capteurs, piloter une lampe à distance par internet, etc. Et alors ensuite, dans les gros projets en cours actuellement, j'ai un projet où je fais une petite IA avec un petit groupe d'amis. Une IA, c'est une intelligence artificielle. Une intelligence artificielle, un peu sommaire, à peu près dans le type de Alexa ou Siri. En termes tu vas nous créer le robot qui va nous dominer. Ouais, non, quand même pas. Et alors ensuite, d'ailleurs, qui va être au lycée, il va y avoir le club robotique, qui est donc un projet pour créer un robot, qui est donc aussi un projet auquel je participe. D'accord. Donc on peut voir que dans notre lycée, on a quand même des clubs qui se font et donc des passerelles avec des clubs. Et toi, Henri Alors moi, j'ai surtout travaillé sur un moteur graphique en C++. Ça n'a vraiment de lien avec la spécialité NSI parce que c'est vraiment du Python, quoi. Ouais. Mais alors un moteur graphique, c'est du code qui permet à, par exemple, quelqu'un qui veut créer un jeu ou une modélisation, de pouvoir afficher sur l'écran plein de modèles 3D, tout en pouvant déplacer la caméra, en rajoutant des lumières, par exemple. Donc c'est vraiment la partie graphique qui m'intéresse pour l'instant. D'accord. Et alors, donc tu parlais, je crois, il y a assez longtemps, des débouchés. Donc je pose toujours cette question vers la fin. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je commence par toi. Alors, je ne sais pas vraiment. D'accord. Parce qu'il y a plein de domaines différents qui sont vraiment intéressants. Mais pour l'instant, comme j'ai dit, la partie graphique m'intéresse beaucoup. Donc, soit je pourrais, par exemple, devenir programmeur graphique, ou ce qui m'intéresse aussi, c'est l'architecture matérielle des CPU et des GPU. Donc, je pourrais aussi travailler là-dedans. L'architecture matérielle des CPU et des GPU. Est-ce que tu pourrais préciser un petit peu? Qu'est-ce que c'est très simplement à quelqu'un, si tu devais expliquer ça à un élève de 6e? C'est les entreprises qui, c'est travailler pour créer des processeurs en fait. Ah d'accord. Donc comment faire en sorte qu'un processeur soit plus rapide, plus performant. Okay. Donc c'est de l'optimisation, c'est du gain de productivité un petit peu, si j'ai bien compris. Oui, mais là c'est vraiment la partie concrète et matérielle. Alors, globalement, en fait, l'architecture matérielle d'un CPU et d'un GPU. Donc, CPU, ça va être le processeur d'un ordinateur et GPU, c'est la carte graphique. L'idée, en fait, ça va vraiment être de travailler sur la partie physique avec les petits conducteurs, la gravure en nanomillimètres, etc. C'est l'architecture matérielle, ça va vraiment être juste la conception physique de l'objet plutôt. D'accord. Ah, donc c'est intéressant. Donc, comment organiser des transistors pour que le CPU fonctionne, pour que le programme s'exécute rapidement. Je vois, d'accord, ok, non, j'ai compris. Donc si j'ai compris, je pense que les gens peuvent comprendre. Et toi, Mathieu, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Alors, je suis pas forcément encore totalement décidé. Je vais peut-être vouloir travailler dans l'informatique. C'est pour ça que j'ai pris la NSI. Après, je l'ai notamment abandonné parce que je pensais que les mathématiques et la physique-chimie me permettaient de conserver un choix plus large, parce que je n'avais pas d'idée très précise. Ok. Alors, la dernière question, qu'est-ce que vous diriez aux élèves qui ne veulent pas prendre NSI en seconde ou qui veulent l'abandonner en première? Vas-y, ouais. Même si ça vous intéresse pas forcément au premier égard, c'est bien pour au moins démystifier ce qu'est la programmation. Ah ouais. Parce que souvent les gens peuvent avoir une image de hacker ou de quelque chose d'inaccessible à une personne lambda. Enfin, alors que c'est pas si compliqué que ça. Ouais, c'est comme en fait une langue avec des lettres différentes mais qui est facile à comprendre. Par exemple. Ok. Et toi, Mathieu? Attends.
Vas-y, me repose. C'est pas grave, de toute façon, je coupe en fait au montage. Attends, tu peux répéter la question juste? Que la question c'est qu'est-ce que pourquoi l'aspect prendre NSI en si ça première t'intéresse pas. ou à ceux qui veulent abandonner en fait l'aspect. Alors je pense que c'est à peu près comme Henri, l'idée ça va vraiment être en prenant l'aspect NSI de découvrir quelque chose que vous avez sans doute jamais vu avec d'avoir un regard assez neuf sur la matière, puisque la programmation effectivement il y a beaucoup d'idées avec les hackers dans le noir au fond de leur chambre avec leur capuche qui sont en train de taper à toute vitesse sur leur clavier. Et en fait je pense que c'est assez intéressant de découvrir la NSI d'un autre côté, de voir réellement ce que c'est et de pouvoir créer quelque chose de concret soi-même. C'est une assez grosse satisfaction. Et ensuite, je pense aussi que la NSI est très intéressante parce qu'on arrive dans un monde en fait où le numérique et l'intelligence artificielle et tout ce qui va être programmation et informatique va être de plus en plus présent dans notre vie. Et je pense que c'est assez intéressant de réellement savoir à peu près comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe derrière les objets qu'on utilise au quotidien. Et d'avoir des petites idées de ce que c'est réellement capable de faire. Okay. C'est comprendre que c'est pas magique. D'accord. C'est physique, ce n'est pas magique. Alors j'ai une dernière question qui m'est venue à l'esprit. Est-ce que vous auriez un livre, un film ou quelque chose dans le genre en lien avec la NSI qui vous a inspiré ou que vous recommanderiez aux gens de regarder? Je sais pas moi. Ça peut être l'invasion des robots ou un truc dans le genre. Alors en film, je dirais le film Edward Snowden sur l'informatique et la surveillance nationale, qui est assez intéressant, c'est inspiré d'une histoire vraie. Et alors en livre, mais bon ça c'est juste un truc, hein, c'est pas grave. Si tu l'as, ça va. C'est bon. Alors moi je pourrais recommander par exemple le film Enigma, avec la création d'un des premiers ordinateurs lors de la Seconde Guerre mondiale, pour décoder les messages allemands. D'accord. Merci beaucoup à vous deux, c'était vraiment très intéressant et je pense que les gens ont pu comprendre énormément de choses sur l'aspect NSI, donc une spé comme vous l'avez tous les deux souligné, qui n'est pas une spé magique mais que vous avez réussi à démystifier et je suis sûr que ça va permettre à de nombreuses personnes de s'orienter vers cette spécialité qui a l'air très intéressante. Voilà. Merci. Merci à toi. Merci. Voilà, c'est la fin de ce podcast sur la spécialité numérique et sciences informatiques. J'espère que vous avez pu apprendre beaucoup de choses et peut-être même que ce podcast vous a donné envie de prendre la spécialité en première ou de la continuer en terminale. Si vous avez quelques questions, interrogations ou suggestions à faire, n'hésitez surtout pas à mettre un commentaire pour que je puisse y répondre. Merci beaucoup et à bientôt.